Tenez, regardez, j'ai trouvé un truc intéressant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, François de Closet, je pense que ça se dit comme ça, les baby boomers se sont accordés une période heureuse sur le dos de leurs enfants. Donc là, on a un homme qui a écrit un essai qui s'appelle La parenthèse boomer, publié chez Fayard, Réconcilier les générations. Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas ce qu'il a écrit, donc on va regarder un petit peu ce qu'il dit dans une interview, on va peut-être, si vous êtes sage, lire des passages de son ouvrage, et on va essayer de se plonger dans l'actualité intellectuelle de notre pays. Alors, avant ça, moi j'ai un a priori quand je vois quelque chose comme ça, mais l'objectif ça va être de passer cet a priori, de comprendre sans juger. Il y a quelque chose qui me gêne quand on stigmatise une partie de la population. Et donc tous les discours du type ouais les boomers ils se sont gavés sur notre dos, etc. Je pense pas que ça puisse déboucher sur des choses très positives. Regardez, imaginez que effectivement des générations aient eu une vie heureuse. Voilà, ils ont eu une vie heureuse, ils ont pu vivre des heures heureuses, l'économie marchait bien, il y avait moins de stress, moins de peur qu'aujourd'hui. Et tant mieux pour eux. Et donc, les boomers, c'est quoi? Ce sont les enfants de gens qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que les gens qui ont souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, sont contents si leurs enfants ont vécu une parenthèse enchantée, une parenthèse heureuse. Et nous, aujourd'hui, imaginons qu'on ait une situation beaucoup plus difficile que celle de nos aînés. Voilà, on va l'assumer, et puis on va essayer de prendre ça sur nos épaules. Ça va peut-être nous rendre plus forts, peut-être qu'on va travailler plus. Enfin, j'ai l'impression de travailler beaucoup plus que mes parents. Et tant mieux, voilà, on est une période qui va s'endurcir, on est des gens qui vont s'endurcir, et peut-être que ça va nous permettre d'avoir des enfants qui aussi seront éduqués, auront les pieds sur terre. Peut-être qu'on va devoir réapprendre à faire des choses qu'on n'avait pas apprises depuis longtemps, comme s'occuper de notre propre nourriture, s'occuper de notre propre énergie. Voilà, c'est comme ça. L'idée, c'est que de toute façon, la situation qu'on a à gérer, on doit l'assumer. Pourquoi perdre son temps à avoir du ressentiment pour des gens qui, voilà, c'est normal. Si des gens sont dans un contexte qui va bien, tant mieux pour eux s'ils se mettent bien. Voilà, ça c'était mon a priori. Donc les discours qui visent à stigmatiser une partie de la population, je trouve que ce n'est pas très sympathique, mais ça se trouve, il dit pas du tout ça. Donc là, vous avez comme ça mon avis à chaud, et maintenant on va se plonger un petit peu dans les idées de cet homme. Pour l'auteur de la parenthèse boomer, les politiques ont été menées au détriment de la jeunesse. À la logique individualiste de cette génération doit se substituer une nouvelle cohésion sociale qui permettra de répondre aux défis du vieillissement. Donc là, à ce stade, pour moi, il y a quelque chose que j'arrive pas encore à décanter. Donc d'un côté, il nous dit les boomers se sont accordés une période heureuse sur le dos de leurs enfants, et d'un autre côté, il nous dit ouais, il faut bien s'occuper, il faut que les enfants s'occupent bien des retraités pour pouvoir financer leur retraite, il faut qu'il y ait une bonne solidarité pour pouvoir bien financer la retraite. Donc je vois pas comment il boucle son système, à la fois taper sur les boomers et de l'autre main dire il faut qu'on crée de la cohésion sociale pour répondre aux défis du vieillissement. Mais justement, quand il y a un paradoxe comme ça, j'imagine que c'est qu'il y a des idées originales derrière. Dans votre livre, vous critiquez la politique menée par les enfants du baby-boom entre la fin des années 70 et 2020. Qui, selon vous, a mené la France au déclin? Pourquoi avoir voulu formuler cette critique? La France a traversé une période que j'appelle la parenthèse boomer, pendant laquelle elle n'a connu ni guerre, ni famine, ni épidémie, ni catastrophe ou crise économique majeure. Tant mieux pour eux. Cette parenthèse pendant laquelle les boomers ont dirigé la France est unique dans l'histoire de France. L'histoire d'ordinaire est tragique, court d'une catastrophe à une autre, et la paix n'est jamais qu'un entre-deux-guerres. Pendant la parenthèse boomer, les Français ont cru avoir un droit acquis à vivre dans cette histoire. Voilà, donc c'est là qu'on s'arrête, et quel suspense. Donc on va l'écouter un petit peu plus en avant, parce que moi il m'intéresse cet homme maintenant, j'ai envie d'en savoir plus. Alors on écoute un extrait de son entretien sur RMC. Il y a 40 ans, vous aviez publié Toujours Plus pour dénoncer tous les corporatismes français. C'était un livre choc, 1,5 million d'exemplaires, ça avait fait bouger les choses. 40 ans après et 20 livres après, vous revenez avec un nouveau pavé dans la mare, ça s'appelle La parenthèse des boomers, qui sort demain chez Fayard, pour dénoncer une génération qui a très bien vécu, peut-être trop bien vécu, mais qui laisse à ses enfants et à ses petits-enfants une France dans un mauvais état. Alors d'abord, il faut expliquer, François de Closet, qui sont les boomers. Ce sont ceux qui ont en gros entre 60 et 80 ans. Oui, c'est la génération très nombreuse, génération qui sont nées juste après la guerre. 45, 65. Oui, c'est ça. Moi, je suis né avant, et là. Ouais. Bon, mais c'est la génération après la guerre. Et vraiment,
J'ai l'impression que toute l'actualité de ce livre, toute l'actualité, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu depuis ce matin? On a entendu un gouvernement qui dit aux employeurs augmenter les salaires et on a entendu des patrons qui disent baisser les charges. Alors où est la vérité? Elle est dans le livre. Alors, on est... C'est bon ça. Où est la vérité? Elle est dans le livre. Donc je suis content pour ce mec parce que donc s'il a sorti son livre maintenant, ça veut dire qu'il a commencé à le travailler, à travailler son livre. J'imagine pendant la période du Covid ou un peu après la période du Covid. Et donc c'est intéressant qu'il, pour son argument de dire, on a vécu une période enchantée, mais le monde c'est quand même habituellement des crises, des guerres, des épidémies. Et ouais, c'est vrai que son livre tombe à point nommé parce que on a quand même enchaîné on est passé du Covid à la guerre, donc son propos résonne pas mal dans cette actualité. On va voir ce qu'il nous dit. Oui, alors cette génération donc des boomers qui ont donc entre 57 et 77 ans aujourd'hui, ils sont nés entre 45 et 65, c'est pas la vôtre, hein, puisque vous avez 88 ans. Avant, moi. Vous êtes déjà le père ou le grand-père des boomers. Cette génération, elle a connu ce que vous appelez les 4 P. C'est quoi les 4 P? Prospérité. C'est la paix, la prospérité, le plein emploi et le progrès. Voilà. Les 4 P. Et ça a duré pendant 50 ans. Et dans l'histoire de France, ça n'était jamais arrivé. Seulement, vous savez, la parenthèse, c'est très curieux, ça n'existe que quand ça se ferme. Et en 2020, eh bien, ça a été d'abord l'épidémie, et puis après la guerre d'Ukraine, on est revenu dans l'histoire. Mais il y a cette parenthèse enchantée pendant laquelle les boomers ont été, disons, les maîtres de la France. Alors, tant mieux pour eux, sauf que vous dites, ils auraient... Tant mieux pour eux. Donc lui, il a le bon réflexe. Il a l'air d'avoir du ressentiment, le mec qui parle. Je sais pas pourquoi il a ce ressentiment. Ce serait intéressant de voir pourquoi. Parce qu'en plus, il a bien réussi, lui. Donc, on va voir. Du coup, laisser un pays en bon état, et c'est pas le cas. Le pays qu'ils ont reçu. Ils ont reçu en 1970 le pays le plus prospère du monde. Et alors qu'ils étaient là, qu'ils avaient tout, il n'y avait rien à faire, ils l'ont ruiné. Ce qui est quand même un peu incroyable, non? Non mais le point c'est que plus on est dans le confort et plus on reste dans le confort. Il faut pas croire que des gens qui sont dans le confort, qui ont une vie facile, vont être capables comme ça de se dire oulala, ma vie est quand même beaucoup trop facile, je vais quand même faire attention. Ça ne marche pas comme ça. Les gens au moment où ils vivent leur vie ont toujours l'impression que, enfin, si on interroge des boomers, si on avait interrogé des boomers à l'époque, ils seraient pas en train de dire oui, on vit dans la période la plus prospère qui n'ait jamais existé. Non, ils ont leurs problèmes, ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour leur fin de mois. Donc faire ce discours, faire ce procès rétrospectif de dire aux gens vous aviez une période absolument incroyable, je trouve que c'est pas réaliste. On a toujours l'impression que nos épaules sont surchargées. Ça m'étonne son discours parce que il s'illusionne un petit peu sur le fonctionnement des humains. Et par ailleurs, bah voilà, c'est peut-être une opportunité qu'on a aujourd'hui. Le fait qu'on va avoir des choses qui sont plus dures à gérer, bah ça va faire de nous des gens plus responsables, des gens qui seront capables de mieux gérer les crises, des gens qui vont peut-être grandir. C'est dans les crises qu'il y a des grandes innovations qui se font, donc ça va être peut-être une période intéressante pour les entrepreneurs. Et pour vous dire, moi je trouve déjà qu'on est dans une période intéressante pour les entrepreneurs, enfin pour tous les créateurs de toute façon, pour les gens qui pensent. C'est la génération égoïste. C'est la génération qui a cédé à la commodité, à la facilité. Et on le voit, je voudrais revenir là-dessus parce que je vous écoute là depuis ce matin, hein, et je dis mais pourquoi est-ce que les charges sont si élevées en France? Alors quand on fait la comparaison internationale, on se dit oui, elles sont un peu élevées, mais il y a surtout un domaine dans lequel elles sont beaucoup plus élevées, 2 fois plus élevées, c'est pour les retraites. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en France, on a davantage de retraités qu'ailleurs, et ils ont à la retraite plus longtemps. Un Français, et quand il prend sa retraite, il a 25 ans de retraite devant lui, c'est 4 ans de plus que dans les autres pays. Et pourquoi? C'est la retraite à 60 ans, un avantage que les boomers se sont offerts. En 81. C'est ça. Et... Ouh, mais en fait, il balance. En fait, il balance énormément. Donc, ce qu'il dit, c'est que l'idée de la retraite à 60 ans, c'est une idée de boomer. C'est une idée qui vise à faire que les gens qui aujourd'hui partent à la retraite, donc les boomers, vont pouvoir se dorer la pilule sur le dos des jeunes travailleurs. C'est chaud ce qu'il dit. C'est chaud ce qu'il dit. C'est là qu'on rejoint, je pense, un discours
un discours un peu critique sur le système qui devient intéressant. En fait, la retraite à 60 ans, nous dit-il, ce n'est pas une idée généreuse, c'est une idée égoïste qui a germé dans la tête de gens qui ont envie de se mettre bien. C'est très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on a là un auteur qui balance. Et qu'on ne peut pas se payer, qui est insensé. Et aujourd'hui, quand j'entends les Le Penenchon dire qu'ils veulent remettre la retraite à 60 ans, qui va la payer? La retraite, elle n'est pas payée par les riches, hein. Elle est payée par les actifs. Et en France, les actifs, eh bien, les actifs, ils sont dans une moins bonne situation que les retraités. Donc, faire la retraite, donner des années de retraite en plus. Ah, donc ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça d'un coup, ça lui permet de préciser un peu son propos. Je voudrais qu'on le lise un petit peu. On est une émission de culture aussi. On est une émission qui va au fond des choses. Donc on va lire un peu ce que dit cet homme. Alors, on attend de voir une tempête démographique. Alors, une nation n'existe que dans la durée, au fil des générations. C'est ainsi qu'elle est suivie par les démographes qui observent les flux de population, comptent les individus, évaluent les tranches d'âge, mesurent les taux de fécondité, etc. Les chiffres qu'ils nous fournissent ont une neutralité quasi scientifique, ils sont indiscutables et indisputables. Notre débat, pour ne pas dire notre combat démocratique, goûte par ailleurs peu les enseignements de ces disciplines scientifiques, il préfère les données économiques et sociales et les choix politiques éminemment contestables, ce qui en fait le charme. Les campagnes électorales nous offrent la parade des catégories socio-professionnelles, les patrons, des salariés, des riches, des pauvres ou des entreprises, des administrations, des partis, des syndicats, des corporations. Ajoutez la délinquance et l'islam, il y a de quoi entretenir le suspense. La démographie en tant que telle n'a pas sa place dans les joutes politiques qui nous tiennent en haleine. Les foules se mobilisent plus facilement pour augmenter le SMIC que pour augmenter le taux de fécondité, mais la démographie sort de sa longue hibernation et s'impose comme un personnage majeur de la pantomime républicaine. Donc c'est quelqu'un qui essaie de remettre les enjeux démographique au cœur du débat. Nul doute, la société française a un problème avec ses générations. Elle le prouve en étant muette sur ce sujet. Ce silence gêné, c'est celui du tabou qui censure ce que pourtant tout le monde sait, mais qu'il convient d'ignorer. C'est lui qui, dans le cas présent, interdit de mettre en cause aussi brutalement la génération de l'après-guerre, celle des boomers, alors même qu'éclate le scandale des EHPAD provoqué par le livre Événement, les Fossoyeurs. Ces vieillards maltraités dans certains établissements ne sont-ils pas précisément des boomers en fin de vie? Sans doute, mais la compassion et l'indignation n'interdisent pas de réfléchir. Cette enquête exemplaire montre une société française qui refile au business un vieillissement qu'elle est incapable de maîtriser. C'est donc la même population qui a mis en place un système qui, l'âge venu, en devient la victime. Or, le tsunami du vieillissement va déferler dans un avenir proche. Nous n'en sommes qu'au tout début. Il prendra des proportions telles que nous serons obligés de changer en profondeur notre système social. Nous entrons dans l'ère de l'explosion gérontologique que produit inévitablement l'accroissement de la longévité. Donc c'est intéressant en fait, il est en train de nous dire que nous avons un pays qui va être de plus en plus dominé intellectuellement par des personnes âgées et que tout le système dans lequel on vit est entre leurs mains. Ça qui nous dit en fait. La génération en cause. Les livres qui prétendent étudier, analyser le mal français dénoncent le plus souvent les partis politiques, la faute de la droite, de la gauche. Ils peuvent encore incriminer les riches, le capitalisme, les syndicats. Mon indignation ne s'est pas portée sur ces accusés institutionnels. J'ai choisi le plus incongru des dénominateurs communs, l'âge. C'est le phénomène générationnel qui doit être mis en cause ici. Il m'apparaît comme la variable cachée qui fausse l'équation. Tout autant que nous agissons et réagissons en tant que génération, sans même en être conscients. Ça, c'est aussi une idée assez intéressante, et c'est vrai qu'elle est assez peu souvent dans le débat public. C'est que nos intérêts de classe sont peut-être aussi les intérêts de notre classe d'âge. De ce fait, mon rappel à l'âge peut paraître incongru. Ne suffit-il pas de se référer aux partis politiques, d'affecter à chaque événement une marque droite ou gauche, dualité, donc, etc. Il nous explique que l'âge est quelque chose qu'on devrait utiliser pour comprendre les décisions politique. Alors, où est-ce qu'il veut en venir? La France décline, d'accord, la France est en train de décliner, blablabla. J'ai envie de voir une société à reconstruire. J'ai envie de voir vers quel type de solution il pointe.
Bon écoutez, comme il y avait trop de suspense, je suis allé voir sur ce site pour essayer de comprendre ce que propose cet homme, et j'ai trouvé ça, une conformité et un égoïsme qui se retrouvent selon vous dans l'organisation de la retraite. La façon dont nous posons le problème de la retraite est aberrante. Nous faisons de la retraite un progrès social. Ce fut vrai pour celle du mineur de fond, et cela demeure, et ça le demeure aujourd'hui pour ceux qui ont un métier difficile. Notre système fait que la retraite est payée d'une génération à l'autre. Or, aujourd'hui, la génération qui reçoit a une situation beaucoup plus favorable que celle qui paye. Il y a 3 fois plus de pauvres chez les moins de 30 ans que parmi les plus de 70 ans. Je crois qu'on ne peut plus continuer à parler des retraités. Il y a les seniors de 60 à 80 ans qui peuvent très bien encore avoir une activité, et ensuite les vieux qui ont d'autres besoins. Or, nous n'avons ni le personnel ni l'argent pour nous occuper de ces derniers de plus en plus nombreux. D'où votre réflexion sur l'idée d'un conseil de prévision pour les quinquagénaires. Ma proposition de conseil de prévision est concrète et s'inspire de ce qui se passe dans les pays nordiques. Durant toute notre enfance, on apprend à être adulte, mais quand apprend-on à être vieux? Quand on étudie les chiffres sur l'espérance de vie en bonne santé, on est stupéfait de voir que les Français ont 10 ans de moins que les Suédois. D'abord parce que notre médecine est plus curative que préventive, ensuite parce que notre façon de vivre est moins saine. Donc il faut apprendre ce qu'est la vieillesse à partir de 50 ans, et ensuite organiser son vieillissement, notamment professionnel. C'est le sens du passage devant un conseil de prévision, avec la perspective d'un service non pas militaire mais social, avec des engagements en fonction de son âge de départ à la retraite. Plus j'arrête tôt, plus j'aide les autres. Ce serait en fait la mise en place d'une réserve civile, un peu sur le modèle des pompiers volontaires. Si je résume, les actifs aident les seniors en cotisant, les seniors aident les vieux, et les entreprises doivent apprendre la mise en place de retraites progressives avec une évolution des tâches. Le débat sur les retraites est complètement faussé puisque les syndicats font de la retraite un progrès social, alors que la génération des boomers est devenue une génération prédatrice qui a tout organisé à son profit au détriment des plus jeunes. Voilà, donc c'est assez concret ce qu'il propose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Son objectif est donc d'aller vers des retraites plus individualisées et des retraités plus responsables, et un genre de conseil qui permet de déterminer si une personne qui arrive vers l'âge de la retraite peut être utile et à quoi. Voilà, on est allé un petit peu au-delà de l'écume de l'actualité, on s'est plongé dans la pensée d'un essayiste, et ça va être aussi ça le but de notre émission, ça va être de développer nos connaissances et nos compétences. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles news.